Bonjour tout le monde. Je remercie l'ASMAR pour l'organisation de cette quatrième édition de l'ISMAR, qui revêt de plus en plus de dimension internationale. Nous en sommes fiers. Le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos du Patient Blood Management en obstétrique. Si on peut le traduire, c'est la gestion personnalisée du capital sanguin du patient. Donc, c'est un concept qui est assez nouveau, qui est basé sur des preuves scientifiques, très important, et qui vise à maintenir la masse sanguine du patient. Ça sous-entend qu'il y aura moins de transfusion de produits sanguins à la vie et vise surtout à améliorer le devenir du patient. Ça repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'optimisation de la masse sanguine, tout ce qui est gestion de l'anémie. Le deuxième, c'est la minimisation des pertes sanguines en optimisant l'hémostase. Et puis, l'optimisation de la tolérance à l'anémie. Bon, chacun de ces trois piliers va être détaillé et va être appliqué dans des trois phases opératoires, à savoir la préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Alors, y a-t-il des spécificités concernant l'obstétrique? Il y en a beaucoup. Déjà, il y a deux êtres vivants quand on fait de l'obstétrique. Il y a la femme enceinte et il y a le fœtus. Deuxième spécificité, c'est la durée de la grossesse qui est de 9 mois. Le postpartum qui va s'étaler sur 6 semaines. Autre chose, on ne sait pas, est-ce que la patiente ou la parturiente va accoucher par voie basse, par césarienne? Est-ce que ça sera un accouchement programmé? Est-ce que ça sera en urgence? Et donc, tout ça font que le PBM en obstétrique est très particulier et ce n'est pas très codifié, comme c'est le cas, par exemple, pour une PTH, où on peut maîtriser le timing de la préparation et de l'acte opératoire. Donc, au fur et à mesure, on va voir les différentes parties de l'antépartum, le péripartum et le postpartum. Tout d'abord, la définition de l'anémie. L'OMS retient un seuil de 11 grammes par décilitre, et c'est un seuil qui est assez bas par rapport à la population générale, précisément parce qu'il y a une très grande hémodilution. Il y a pratiquement 40% de plus d'hémodilution, certes contrebalancé par 25% d'augmentation de la masse globulaire, mais en tout cas, on est dans des seuils de 11 grammes par décilitre. Certaines sociétés savantes mettent la définition à 11 grammes au premier trimestre au troisième trimestre et juste à 10,5 grammes par décilitre au deuxième trimestre. On peut catégoriser cette anémie en légère, au-delà de 10, modérée, au-delà de 7 et sévère, si elle est inférieure à 7 grammes par décilitre. Cette anémie durant la grossesse est très fréquente, elle est de 63,5% dans ce rapport estimatif de l'OMS de 2021. C'est plus fréquent que l'anémie dans la population de femmes enceintes en âge de procréer, justement parce qu'il y a beaucoup de demandes de fer durant la grossesse. On peut voir qu'on a besoin de 270 mg pour le fœtus, 90 pour le placenta, 450 pour l'expansion de la masse globulaire, comme on a dit, même si le seuil d'hémoglobine est fixé à 11 grammes par décilitre, mais il y a quand même une expansion de cette masse globulaire. Donc, le seul gain sur la balance de fer, c'est qu'il n'y a plus de menstruation durant la grossesse. Et donc, on a un besoin supplémentaire durant la grossesse de 580 mg de fer, ce qui est énorme. Donc, même si une patiente qui n'est pas anémique, mais qui a des réserves de fer limites en pré-grossesse, si elle tombe enceinte, cette anémie va se démasquer. La même chose, si on a des apports en fer qui ne sont pas suffisants durant la grossesse, là aussi, l'anémie va être développée très rapidement. Et donc, ça nous ramène à parler de la gravité de cette anémie. Finalement, est-ce qu'une femme enceinte qui a une anémie, est-ce que c'est grave ou non? C'est une étude du Lancet qui a regroupé plus de 29 pays en voie de développement, plus de 300 000 cas. Et cette étude a montré que l'anémie sévère est associée à la mortalité maternelle de façon significative. Et même quand on va ajuster sur les facteurs de confusion, toujours ça sort comme un facteur de risque de mortalité. C'est-à-dire, on va prendre des facteurs de confusion dans cette étude qui sont l'admission en réanimation, qui sont l'hémorragie du postpartum, la transfusion massive.
Même après ajustement, on retrouve que l'anémie sévère est associée à la mortalité maternelle. En résumé, une femme qui a une anémie sévère, même s'il ne fait pas de choc hémorragique, même s'il ne rentre pas en réanimation, elle a plus de risques de mourir qu'une femme qui n'a pas une anémie sévère. Ce qui montre la gravité de cette pathologie. Dans, le même, dans la même suite d'idées, on voit dans cette étude, c'est une étude canadienne qui va prendre toutes les femmes enceintes dans une province canadienne, c'est plus d'un demi-million de femmes qui ont accouché au-delà de 20 semaines d'aménorrhée. Là, la prévalence de l'anémie, elle est moindre, elle est de 12,8%, mais encore une fois, l'anémie, est, dans cette étude, même s'il n'est pas sévère, est toujours associée avec une durée d'hospitalisation plus importante, avec des admissions anténatales aussi plus importantes de césarienne, de craniomyotite. Et puis, une chose aussi très importante, c'est que cette anémie est associée à une mortalité, c'est-à-dire périnatale, qui est très importante. Cette association n'est pas uniquement dans le cas d'anémie sévère, mais aussi dans l'anémie légère ou modérée. En résumé, quand on a une anémie, c'est plus de mortalité périnatale, plus de morbidité et dans certains cas de mortalité maternelle. Donc, pour remédier, pour traiter cette anémie, il faut d'abord la dépister, la classifier. Normalement, il faut toujours faire une NFS en début de suivi, à 28 semaines, et à chaque fois qu'il y a des symptômes de l'anémie. Quand c'est une anémie microcytaire, surtout dans un contexte classique, dans des régions où il y a une forte prévalence d'anémie ferriprive, là, on va donner du fer et on va confirmer quand l'hémoglobine augmente, on sait ce qu'on appelle épreuve de fer oral. Idéalement, on devra faire de la ferritinémie pour tester les réserves de fer. Dans le cas où on n'a pas de réponse au fer, là, c'est l'indication d'autres examens du laboratoire. Juste un mot pour certains pays où il y a une prévalence importante d'hémoglobinopathie, je citerai la drépanocytose par exemple, là, il faut faire un dépistage selon les politiques locales. Alors, on a vu que cette anémie, elle est très grave durant la grossesse, mais elle est souvent ferriprive. Mais que faut-il donner? Du fer oral, du fer injectable. Si on compare les deux, le fer injectable est nettement plus important, c'est-à-dire que les résultats qu'on a à travers le fer injectable sont plus satisfaisants. Dans cette méta-analyse de 11 études randomisées contrôlées, quand on compare les deux, on a une augmentation du taux d'hémoglobine après 4 semaines de plus de 1 point, plus de 1 gramme par décilitre pour le fer injectable versus le fer oral, avec moins d'effets indésirables. Et donc, nettement, l'augmentation est plus rapide et plus importante pour le fer injectable. Cependant, on ne pourra pas l'utiliser pour toutes les femmes enceintes, manifestement. Et donc, il y a des recommandations de la NATA qui sont très bien faites et qui sont universelles. Les recommandations du fer oral en préventif, c'est dans toutes les régions où il y a une prévalence élevée de l'anémie, c'est le cas de notre pays. Dans les autres régions, quand on a un taux de ferritique inférieur à 30 nanogrammes par ml, ce qui montre des réserves de fer qui sont abaissées, quand on a des risques élevés de déficit en fer dans ces zones, là, on doit prescrire du fer oral en préventif. Quand est-ce qu'on va prescrire du fer oral en curatif? Quand on est en premier, deuxième trimestre de la grossesse, quand l'anémie n'est pas très sévère, là, on a le temps de prescrire du fer oral. Chose importante, il faut continuer pendant 3 mois pour assurer un réapprovisionnement des réserves de fer. Les indications du fer injectable, là aussi c'est très clair, dans 4 indications. Quand vous avez une anémie sévère, inférieure à 8 grammes par décilitre, on ne va pas attendre. Quand vous avez une découverte d'anémie ferriprive très proche du terme, au-delà de 34 semaines d'aménorrhée, quand il y a l'échec à la réponse à une administration correcte du fer oral, on va la définir par une augmentation inférieure à 1 gramme pendant 2 semaines de traitement ou 2 grammes pendant 4 semaines de traitement. Et puis, en cas d'intolérance au fer, surtout au-delà de 14 semaines d'aménorrhée. Donc, quel fer injectable? Il y a le carboxymaltose, il y a le fer sucrose, les deux existent
au Maroc. Et dans cette étude randomisée contrôlée, la comparaison a montré que le carboxymatosphère est plus efficace. Il fait augmenter le taux d'hémoglobine au bout de 12 semaines 2,9 grammes par décilitre versus 2,2 pour faire sucrose. Meilleure amélioration des scores de fatigue, moins de consultations. Et donc, il est sûr que les résultats du carboxymatose sont meilleurs que de faire sucrose. Un autre atout, c'est le fait de posologie élevée et donc de meilleure compliance des parturients. Lorsqu'il y a une place de l'érythropoïétine dans la gestion de l'anémie du prépartum, on peut l'indiquer dans certains cas où il y a une anémie inflammatoire, par exemple en association avec le fer, où le fait de donner du fer uniquement ne pourra pas résoudre le problème. Pour des patientes qui refusent la transfusion, quand il y a vraiment une hémoglobine qui est très basse avec un accouchement qui est presque imminent. Et donc, ça a une place, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la dose précise pour les femmes enceintes. Là, c'est une étude qui a comparé fer oral uniquement versus fer oral plus érythropoïétine. La dose là, c'était 400 unités, 4000 unités pardon, 3 fois par semaine pendant un mois. Et ça sort que l'augmentation est plus importante et plus rapide de l'hémoglobine avec de l'érythropoïétine et du fer. Et donc, il y a une place de l'érythropoïétine dans certaines indications. Une autre conclusion de cette étude, c'est que quand on va comparer les paramètres cliniques, hématologiques et le poids à la naissance, il n'y a pas de différence entre le groupe contrôle, le groupe fer et le groupe fer plus érythropoïétine. Ça veut dire que l'érythropoïétine est safe durant la grossesse. Et comme j'ai dit, il reste le souci de la dose exacte et les indications. Il n'y a pas de guideline qui précise exactement les indications de l'érythropoïétine. Alors, on passe au péripartum. On va se focaliser sur tout ce qui est hémostase, tout ce qui est coagulation, mais il y a aussi certains points qui sont très importants. Certains points qui font la différence, notamment la définition de l'HPP. On ne retient plus le seuil de 1 litre pour la césarienne. On estime qu'à partir de 500 ml, on est dans l'HPP et qu'il faut vraiment suivre les étapes de prise en charge de l'HPP. Par exemple, aussi la gestion active du 13e stade du travail. Là, c'est très important, notamment en utilisant les ocytociques. Il y a aussi l'identification des femmes AS HPP. On sait que l'atonée utérine, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de prédiction de l'atonée utérine. 50% des cas, c'est une atonie qui survient sans facteur de risque. Mais dans les autres 50%, on peut prévoir des actions préventives. Il y a aussi la gestion des traitements anticoagulants durant l'accouchement et la gestion des troubles héréditaires de la coagulation. Et il y a aussi l'approche multidisciplinaire dans tout ce qui est anomalie d'insertion placentaire. Alors, un point important, c'est la gestion chirurgicale et la coordination chirurgien-réanimateur. Parce que finalement, le premier traitement, c'est l'arrêt du saignement. Bien sûr, il y a l'action du réanimateur, on va les détailler par la gestion de l'hémostase, par l'administration des produits statiques, par la transfusion, mais aussi la gestion chirurgicale qui va stopper une éventuelle hémorragie. Et cette chirurgie et aussi cette mesure interventionnelle, comme ce qui est pour l'embolisation, doivent dépendre de deux choses, de l'étiologie de l'HPP. Les traitements diffèrent entre atonie utérine, par exemple, et rupture utérine, et entre la situation clinique et le degré de saignement. D'où l'intérêt de la communication réanimateur-chirurgien, obstétricien en l'occurrence. Et donc, on peut aller du ballon de tamponnement intra-utérin à la compression bimanuelle jusqu'à la ligature vasculaire, éventuellement jusqu'à une hystérectomie et le cas échéant du packing intra-abdominal. Tout ça doit être fait en coordination et puis en même temps administrer les utorotoniques de première lignée et de deuxième lignée. Autre élément dans cette gestion de l'hémorragie au cours de l'acte opératoire, au cours de la césarienne notamment,
c'est la place du cell saver dans la césarienne. Je pense qu'il devrait y avoir quelques centres qui ont la possibilité d'avoir le cell saver, surtout dans les centres où on va faire beaucoup d'anomalies d'insertion placentaire, les placentas accrétales, les placentas. Et donc, dans cette étude, on a comparé des cas de césarienne, dans des cas de césarienne pour placenta prévia, on a comparé un groupe CCVR versus un groupe de transfusion allogénique. C'est une étude rétrospective. On a appareillé sur les données démographiques et donc on avait 137 cas, 137 paires regroupant le groupe CCVR et les transfusions allogéniques. Et on a nettement une courte de durée de séjour dans le groupe CCVR et un meilleur taux d'hémoglobine aussi dans le groupe CCFR. Et donc, on peut retenir quelques indications de cette récupération opératoire du sang, notamment quand on a un risque élevé de HPP sévère, c'est le cas de la placenta accreta, c'est le cas d'une stratégie d'épargne sanguine voulue quand on a une hémorragie inattendue. Et donc, on peut aller vers une stratégie d'épargne en utilisant le CCFR si on a la possibilité. Et puis, dans certains cas d'humanisation complexe, dans certains cas de groupe rare, là aussi, l'indication est bien sûr quand il y a refus de la. Alors, on vient à un chapitre qui est très important, c'est la biologie délocalisée. C'est le ROTEM dans ce cas de figure. Ça permet d'avoir des résultats très rapides au bout de quelques minutes et qui vont nous montrer où est la faille dans la coagulation. Et donc, il faut toujours se munir d'algorithmes. Ça, c'est l'algorithme du Volpol Women Hospital. Et souvent, c'est des produits sanguins qui sont ciblés, qui sont personnalisés pour les patients. On ne va pas donner des packs transfusionnels dans ces cas. Souvent, c'est soit des concentrés de fibrinogènes, soit des plaquettes, des cryoprécipités. Il y aura rarement des PFC avec l'avènement de ces tests. Je pense que c'est l'avenir de la gestion de la coagulopathie dans l'obstétrique et dans le trauma crânien aussi, dans plusieurs champs, dans la chirurgie cardiovasculaire. Parce que vraiment, ça permet de monitorer cette coagulation et de monitorer nos actions et recontrôler ce qu'on a fait. Donc, j'encourage les gens à avoir cet appareil. Dans la littérature, tous les protocoles qui sont basés sur le ROTEM ont donné de très bons résultats. C'était souvent des études avant et après. Il y a une seule étude randomisée qu'on va voir par la suite. Mais souvent, dans ces études, qui comparent une phase pré-ROTEM et une phase d'introduction du ROTEM ou du TEG, éventuellement, là, on voit qu'il y a moins de transfusions de PFC, moins de transfusions de coagulopathies, moins de transfusions massives, moins d'admissions en réa. Donc, des signaux positifs pour l'utilisation de ces techniques. La seule étude randomisée qui vient de sortir en 2023, c'était dans le départ une étude pilote, juste pour voir, c'était uniquement 60 cas de femmes ayant une HPP, 54 cas ont été inclus dans l'analyse statistique, et même avec ça, on a pu montrer de façon significative qu'avec le protocole ROTEM, ça permet une réduction de la transfusion de plasma et ça permet une réduction de perte sanguine estimée. Un mot pour l'acide tranexamique. Donc, c'est validé dans l'HPP, surtout depuis l'étude romaine du professeur Potors. L'OMS l'indique à la dose de 1 gramme intraveineux long, le plus tôt possible dans les 3 heures après le début de l'HPP, et on peut le répéter éventuellement 30 minutes après si l'hémorragie continue. Bien sûr, idéalement, si on a la possibilité de monitorer la fibrinolyse, et le seul appareil qui peut faire ça, c'est un mot pour le fibrinogène, qui est un pilier de la coagulation de l'HPP. Maintenant, on sait que la plupart des cas de coagulopathie durant l'HPP, c'est la fibrinolyse et c'est la fibrinogénolyse, les deux mécanismes principaux. Et depuis cette étude à gauche, Princeps de 2007, qui montre que le seul paramètre indépendant qui prédit une évolution sévère de l'HPP, c'est le fibrinogène. Et on a une valeur prédictive positive de l'HPP sévère à partir d'un seuil de 2 grammes. On voit bien, on encadrait en rouge que toutes les parturientes qui avaient un taux de fibrinogène inférieur à 2 grammes ont développé une HPP sévère. Les recommandations internationales
tous pratiquement retiennent ce taux de 2 grammes. Donc, on a 2 grammes de fibrinogène. C'est un taux qu'on doit atteindre en cas d'HPP, soit par des concentrés de fibrinogène, soit en donnant des cryoprécipités et pas des PFC parce qu'ils apportent très peu de fibrinogène. L'ANATA récemment, en 2019, dans ses recommandations concernant l'obstétrique, a indiqué un monitorage très tôt de ce taux de fibrinogène, que ce soit de façon classique par les tests de laboratoire, que ce soit par les tests de biologie délocalisée. Et le seuil, là aussi, c'est 2 grammes par litre de fibrinogène et un FIB-M A5 inférieur à 12 mm. L'intérêt du FIB-M A5, c'est qu'on peut l'avoir au bout de quelques minutes. D'autres sociétés, on a pratiquement le même taux. Les Américains ne se mouillent pas dans le seuil exact, mais ils disent qu'en obstétrique, ils font une concentration plus élevée que 1. Et aussi, on peut le donner du fibrinogène quand on a une coagulopathie biologique, le temps d'attendre les résultats de la coagulopathie clinique, le temps d'attendre les résultats de la biologie. Alors, quand est-ce qu'on va transfuser en obstétrique? En anténatal, la règle, c'est qu'on ne va transfuser que lorsqu'un traitement par le fer n'aura pas le temps d'être efficace, avant l'accouchement. Donc, si on a le temps, il faut toujours privilégier le fer. Éventuellement, si on a beaucoup de temps, le fer oral. Sinon, si on est dans le 3e trimestre, très proche du terme, c'est le fer injectable. Si on n'a pas cette possibilité, on ne va transfuser que si on a une anémie sévère ou une anémie mal tolérée cliniquement ou consécutive à un saignement aigu. En péripartum, c'est un peu différent. Bien sûr, quand on a des signes cliniques de gravité de HPP, on ne va pas attendre les tests de laboratoire, là on va transfuser, c'est la clinique qui prime. Et quand on va arrêter l'hémorragie, là le seuil c'est 7 grammes par décilitre. Quand on a toujours une hémorragie active, là on va augmenter un peu les seuils, on va aller à 8 voire 9 grammes par décilitre parce qu'on ne peut pas prédire l'évolution du saignement. Et là, on va vers des seuils plus importants. Ça, c'était la recommandation de la race. Alors, qu'en est-il des autres produits sanguins habiles? Si on veut résumer ces recommandations, quand on n'a pas encore les résultats du laboratoire et quand le patient saigne après 4, quand la patiente saigne après 4 globulaires, là, on va donner les PFC avec un ratio minimum 1,2, voire 1,1. Quand on a les tests de coagulation qui montrent une anomalie et quand on a un CT allongé dans l'orothème ou l'équivalent dans le TEC, là, on va donner, c'est que c'est le facteur de coagulation et on va donner du plasma fréquent gelé à la dose de 15 à 20 ml par kilo. La même chose pour les plaquettes. Si on a une thrombopénie sévère avec un saignement, si on a une anomalie des plaquettes dans leur rotem. Et là aussi, c'est une indication à donner des plaquettes à la dose de 5 à 10 ml par kilo. Juste un petit mot sur les recommandations récentes de l'European Society of Anesthesiology and Intensive Care qui concernent le support hémostatique dans l'hémorragie du postpartum. C'est pratiquement, on a fait le tour de tout ce qui est test viscoélastique, tout ce qui est fibrinogène, juste 2 notions sont citées dans les key points de cet article, les recommandations. C'est la définition clinique de l'hémorragie du postpartum. On ne doit plus se fier sur uniquement des saignements estimés parce qu'il n'y a pas une méthodologie universelle. Dès qu'on a une patiente qui est tachycarde, dès qu'on a une patiente qui présente des troubles de la coagulation, qui présente des changements hémodynamiques, il faut la considérer comme une hémorragie du postpartum jusqu'à preuve du contraire. Deuxième chose, c'est les algorithmes et les protocoles qui sont très importants pour la gestion de ces hémorragies. Il y a aussi l'entraînement par simulation qui a montré son intérêt dans l'hémorragie du postpartum. Et là, c'est les protocoles checklist de la SMAR, réalisés sous l'égide de la SMAR par le CARPO, et ça a été validé par la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique. Et donc, on était un peu avant-gardiste parce que c'était sous la forme d'un protocole checklist. J'encourage tout le monde à l'utiliser, très facile à vérifier. Donc, en même temps, on fait des actions et en même temps, on vérifie qu'on n'a pas oublié nos conduites.
classique. Et donc, j'ai encadré en rouge quelques actions à faire. Je n'aurai pas le temps de détailler. Par exemple, dans l'éducation, assurer une pression de perfusion correcte par la noradrénaline, notamment pour ne pas trop hémoduler, et puis surtout réchauffer. Ça, c'est des actions qui sont obligatoires en, en association avec toute la prise en charge hémostatique qu'on vient de dire. Alors, qu'en est-il du postpartum? C'est une période de récupération, c'est une période d'allaitement. Et là, on est devant des taux d'anémie qui sont très importants, souvent des anémies ferriprives. On essaiera de favoriser l'administration de fer et essayer d'être très restrictif dans la transfusion. La même question, fer oral ou injectable, si on les compare, cette étude dans cette méta-analyse qui a regroupé 15 études randomisées contrôlées, là aussi, le fer injectable se détache nettement. Il fait augmenter le taux d'hémoglobine à 6 semaines de plus de 1 gramme par décilitre. Il fait augmenter la ferritinémie. Et il y a moins d'effets gastriques, mais il y a plus de réactions cutanées. C'est ce qu'on trouve même dans la période de la grossesse. Et puis, l'anaphylaxie dans le groupe fer intraveineux, c'est 0,6%, mais les cas ne sont pas très graves. Et donc, finalement, le fer injectable reste une option très valable pour traiter les femmes ayant une anémie ferriprive en postpartum avec moins d'effets indésirables. Mais comme on a dit au départ, bien sûr, il y a la limitation du coût, il y a la limitation de la disponibilité partout. Et donc, là aussi, c'est la recommandation d'Alanata qui sont aussi claires. Donc, fer oral dans les pays où l'anémie gestationnelle est un problème de santé publique, ce qui est notre cas. Et voilà, on n'a pas l'habitude souvent de donner du fer systématiquement en postpartum, alors que plus ou moins on le donne en prépartum. Il faut toujours des femmes qui font de l'HPP et qui passent en veilleur. S'ils ont reçu de l'intraveineux, c'est bon, mais sinon, il faut prescrire de l'oral. Donc, encore une fois, l'oral systématique dans ces pays, il y a prévalence de l'anémie gestationnelle. Et dans le cas de l'anémie légère à modérée, quand la patiente est hémodynamiquement stable. Par contre, on va donner du fer injectable en postpartum. Donc, 3 indications. Quand il y a l'échec de la réponse au fer oral, c'est comme pour le prépartum. Quand il y a une intolérance au fer oral, c'est qu'il y a plusieurs cas d'intolérance, surtout en post-césarien. Et quand l'anémie est sévère, on n'a pas le temps d'attendre. Et là, le cutoff, c'est 9 grammes par décilitre. Alors, quand on est obligé de transfuser, là, les seuils sont encore bas. On peut arriver jusqu'à 6 grammes par décilitre, bien sûr, à condition qu'il n'y a pas de saignement actif, à condition qu'il n'y a pas d'intolérance clinique majeure, que la patiente ne soit pas un terrain particulier, cardiopathie par exemple, mais on peut aller jusqu'à 6 grammes par décilitre. Et quand on va transfuser, c'est une chose qui est très importante, on va transfuser 1 kilo et recontrôler. Si la patiente s'améliore, si le taux d'hémoglobine monte nettement, on va se contenter de 1 kilo globulaire. Et donc, on va conclure sur cela. TBM en obstétrique, ce n'est pas uniquement la mère, c'est la mère et le fœtus. L'approche multidisciplinaire est très importante. Obstétricien, anesthésiologiste et hématologiste. Et il y a ces 3 piliers qui sont les plus fréquents en obstétrique. C'est surtout traiter l'anémie en prépartum. C'est optimiser l'hémostase par des hétérotoniques, par des produits hémostatiques, l'acide tranexamique, le fibrinogen, le monitorage de l'hémostase qui est une actualité, et puis se munir de protocoles de transfusion et de gestion de l'HPP. Et puis en postpartum, essayer d'être très restrictif sur la transfusion. Je vous remercie.